Et c'est y part, je pense. Allez, si on met la bonne caméra, c'est bon. Eh bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live de rentrée. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai un petit écho parce que j'ai mon monitoring, je le coupe tout de suite. Hop, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Là c'est un petit live entre guillemets impromptu, pas trop préparé, mais on va faire un petit peu de papotage jusqu'à 13h où on ira chez l'ami Thierry Chantier alias Titi Moby. Bienvenue, ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas vu. Salut Fixou, salut René alias Ugla, le Viking, DH0Y Doi, je vais dire. On va dire que ça se dit comme ça. Saski, salut les Quistops, bienvenue. Je vois qu'il y a aussi Cécile, Atakia Network, bienvenue à toi sur ce live. Il y a déjà pas mal de monde. Hein. Écoutez, pour un live qui a été lancé complètement à l'arrache. Et je dois vous dire que vers 11h45, je me suis un petit peu boosté parce que je me suis dit, faut quand même que j'aille poser le PC, préparer tout ça, ce qui normalement n'est pas un problème, mais j'ai upgradé, réinstallé mon PC en Linux Mint 22. Donc il y a quelques semaines. Donc il y avait quand même quelques tout petits réglages à faire. Vous savez ce que c'est, le diable est dans les détails, c'est au moment où on se dit on clique sur tel ou tel bouton que on a oublié de reconfigurer ou de réinstaller le truc comme il faut, etc. Bref, je pense que là, a priori, tout devrait fonctionner à peu près normalement. J'espère que vous avez passé un bon été, parce que moi, mon dernier live remonte à fin juin. Je crois que c'était le live du 24 juin, donc ça fait quand même un petit bail, ça fait un peu plus de 2 mois. C'est vrai que l'été n'est pas une période très très propice à faire du live parce qu'il y a moins de monde, les gens sont en vacances, on est un peu moins assidus, etc. Et puis début de l'été, il y avait évidemment les conférences. J'étais à Riviera Dev, je suis pas mal de taf aussi au mois de juillet, donc je me suis dit, bon, on va mettre les lives un petit peu en suspens comme ça, puis on reprendra tranquillement en septembre. Je m'étais dit, je vais reprendre le 2 septembre avec un gros sujet, et puis finalement, je suis rentré que hier à la maison, donc j'ai pas trop eu le temps de préparer. Je vous avouerai que j'avais un petit peu la flemme de faire certaines choses, sachant que j'ai préparé d'autres choses pour les semaines à venir, mais pour tout préparer pour un live complet, comme on fait habituellement aujourd'hui, je m'étais dit que c'était un petit peu tendu. Donc on va faire un petit peu de papotage et puis de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cet été. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, si vous êtes OK, on va commencer comme ça. Alors oui, petite news, vous l'aviez certainement vu passer. J'ai donc au courant juillet, j'ai fait une nouvelle release de mon émulateur d'Amstrad CPC, donc XCPC. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de release, et puis ça faisait longtemps que je vous disais que j'avais un rewrite complet de l'émulateur. J'ai réécrit complètement le moteur de l'émulateur en C++, etc. Et donc au mois de juillet, j'ai pris le fait que je faisais pas de live, j'ai pris un petit peu plus de temps pour justement un petit peu finaliser, fignoler cette nouvelle version d'émulateur. Il a pas mal avancé. Donc on est passé d'une version 0.38 de mémoire directement à une version 0.50, et sachant qu'effectivement ce que j'ai publié c'est une réécriture complète de l'émulateur qui, je le rappelle, cet émulateur j'ai commencé à le développer tout début 2001. Donc ça commence à dater un petit peu, et effectivement il y avait de l'archéocode dedans, il y avait des choses pour lesquelles l'émulation n'était pas bonne, il y avait des petits problèmes d'architecture à certains endroits, des choses que je voulais réécrire, des expérimentations que j'avais faites et que je voulais intégrer, etc., etc. Donc en fait tout ça, j'ai travaillé sur cette réécriture du moteur d'émulation. Salut Xavier, bienvenue à toi. Sur ce moteur d'émulation, j'ai travaillé dessus pendant assez longtemps, hein, pendant près de 1 an et demi, 2 ans, mais vraiment de façon assez sporadique. Hein, c'était pas du gros travail pendant très longtemps, mais j'ai repris chaque composant, je les ai réécrits en C++ intégralement. Il reste très très peu de code original de l'émulateur en C. Il y a quelques petites choses évidemment, mais tout a été réécrit, ce qui fait que maintenant j'ai un émulateur qui marche plutôt pas mal. J'ai évincé les anciennes interfaces utilisateurs qui étaient écrites donc pour XT intrinsèque, motif, Athena, etc., puisque c'est très très vieux et là c'est vraiment de l'archéocode. Donc je me suis dit à un moment donné,
il faut couper, faut retirer le code qui sert pour ainsi dire plus, sachant que là je me suis dit bon bah voilà, il faut faire un bump et viser des plateformes plus modernes et abandonner les très vieilles plateformes legacy, ce qui fait que maintenant il reste qu'une interface pour l'instant utilisateur en GTK 3 et je suis en train de travailler sur l'interface utilisateur en GTK 4. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été fournie en GTK 4 par défaut? Parce qu'en fait toute la partie graphique aujourd'hui s'appuie encore sur les couches X11 et sachant que GTK 4 ne donne pas accès directement au handle X11 dont on aurait besoin pour pouvoir dessiner par exemple l'écran directement dessus, et donc voilà, j'ai encore une petite couche d'abstraction à rajouter. Et puis grosse nouveauté sur l'émulateur, c'est que dorénavant il supporte intégralement et complètement le son, donc vous pouvez écouter les musiques, les effets sonores et tout ça, etc. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran. Donc l'émulateur en plus est beaucoup plus intégré maintenant dans les desktops, puisque je fournis aussi les fichiers qui sont liés comment je dirais, au standard Free Desktop, qui permettent donc d'associer les fichiers SNA, qui sont les snapshots de la machine virtuelle, ou les fichiers DSK, qui sont les images disques, directement à l'émulateur. Ce qui fait que maintenant, si vous avez un fichier de snapshot, il suffit de double-cliquer dessus, et hop, ça ouvre automatiquement l'émulateur, et c'est quand même un petit peu plus pratique. Bon, ça supporte toujours aussi le drag and drop, évidemment. Et voilà, et donc je vais celle-ci. L'inénarrable commando que vous connaissez probablement, qui est un super jeu. Et donc j'ai rajouté pas mal de choses dans l'interface utilisateur sur la gestion de la vidéo. On peut désactiver les skylines ou les activer, augmenter, diminuer le volume, ça je vous l'ai montré. Donc il y a toujours le drive A, le drive B, la machine maintenant directement depuis l'émulateur, on peut sélectionner le type de machine qu'on va pouvoir utiliser, parce qu'il y a des variantes qui étaient fabriquées pour l'Amstrad CPC, qui avaient des constructeurs autorisés, comme donc il y avait Amstrad forcément, Orion, Schneider, AWA, Solavox, Secho, Triumph et ISP par exemple. Changer le moniteur directement, passer vers un moniteur vert ou un moniteur grayscale directement pendant l'émulation, changer le refresh. Par exemple, il existait des versions d'Amstrad CPC faites pour le 60 Hz, notamment pour le territoire américain. Voilà, donc, et puis changer le mapping de clavier, English ou French, en fonction de la ROM que l'on fournit au démarrage de la machine. Donc il y a pas mal de petites choses qui ont été ajoutées. Le support du joystick qui existait déjà mais que j'ai rajouté aussi dans le menu, donc on peut connecter un joystick et se connecter au joystick un pad que vous auriez, un pad Xbox, etc. J'ai des petits ajustements à faire là-dessus parce qu'on m'a remonté quelques utilisateurs avec certains pads Xbox, il peut y avoir des petits problèmes de sensibilité, donc j'ai rajouté une petite gestion de sensibilité pour les pads analogiques parce qu'ils réagissent pas tous de la même manière, ils sont pas tous calibrés de la même façon, etc. Voilà, donc là maintenant, par exemple, si on change, j'en sais rien, on va changer de machine, on peut même changer de machine, hein, l'Amstrad CPC 464 par exemple, hop, on va se le mettre en couleur, moniteur couleur, toc, ou on peut se dire, j'utilise la machine Amstrad CPC donc 464, là j'étais sur 664, ou le 6128 qui est la machine par défaut, voilà. Je vais retirer les scanlines puisque ça peut faire des petits artefacts éventuellement. Hop. Et puis, de fait, vous pouvez directement soit faire drag and drop d'un jeu comme avant, ou double-cliquer sur un jeu depuis votre gestionnaire de fichiers. Ça, c'est quand même appréciable. Et pareil pour les disques. Puisque là vous voyez je prends le disque par exemple de Barbarian par exemple, pouf, je double-clique dessus, automatiquement ici en bas à gauche Barbarian a été ajouté et j'ai juste à utiliser le disque comme il faut. Donc run, hop, menu par exemple, puisqu'il propose un menu, voilà, Barbarian en jeu. Voilà, et il charge. Voilà. Donc il me reste encore pas mal de petites choses à améliorer, mais là l'émulateur a bien progressé. Vous voyez aussi dans la barre de statut, il y a des petites choses aussi qui ont évolué. Le nombre de FPS qui apparaissent, qui avant sortait que dans le terminal. Donc la gestion du volume et tout. Et je suis en train de préparer justement pour pouvoir passer à GTK 4 et m'abstraire aussi de la couche GTK et de pouvoir le gérer, comment je dirais, de façon un peu plus portable, en utilisant aussi faire une version avec la libSDL. J'aimerais en faire aussi une version Wasm qui pourrait se jouer directement dans le navigateur. Donc je suis en train de préparer toute une couche de rendering directement via OpenGL, justement pour m'abstraire des couches X11 et d'avoir quelque chose qui est un peu plus généraliste ou portable, et surtout de pouvoir bénéficier de l'accélération matérielle d'une carte graphique, d'un GPU, notamment pour faire le scaling auto de l'écran, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de scaling auto en fonction de la taille de l'écran.
maintenant, et donc c'est quelque chose qui sera apporté dans les futures versions d'XCPC. Donc voilà, donc là j'ai quelques petites... on m'a remonté suite à la livraison de la version 0.52 des petits soucis de compilation sous FreeBSD, OpenBSD, mais qui sont juste de la toolchain. Donc quelqu'un que j'ai aidé à bien configurer sa toolchain, etc. Et puis un autre qui avait aussi un problème de toolchain, mais ça plutôt c'est de ma faute, sur OpenBSD, où effectivement je link mon binaire avec la libDL pour tout ce qui est DL Open, DL Sim, DL Close, etc. J'en ai besoin notamment parce que Mini Audio en a besoin pour charger certaines bibliothèques partagées. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que sous OpenBSD, la libDL n'est pas nécessaire puisqu'elle est intégrée directement dans la libc. Donc en fait c'est des petits points de détail d'ajustement d'architecture, donc j'ai des patchs qui sont déjà prêts pour ça, qui vont être réalisés aussi avec l'ajustement de la sensibilité du joystick. Là très bientôt je vais faire une 0.52.1 je pense, peut-être dans la semaine si j'ai le temps. Voilà pour la partie émulation, projet perso. Après j'ai fait d'autres petites choses. Comme je disais, je suis allé à Riviera Dev où j'ai donné donc un talk sur le web audio et le web MIDI, donc pour montrer comment ça marche, et sur lequel j'ai parlé de mon émulateur AYMJS qui permet donc d'émuler le chip sonore, notamment de l'Amstrad CPC, directement dans le navigateur. C'est un projet donc, que j'avais développé donc, il y a un an. Si vous allez un an en arrière, j'avais fait ce projet AYMJS pour pouvoir écouter les musiques d'antan, et donc j'ai présenté ce projet, mais surtout dans une optique de montrer comment Web Audio et Web MIDI fonctionnent dans un navigateur, démystifier un petit peu ces API et voir que ça peut être super fun de pouvoir faire du son dans le navigateur et de pouvoir un petit peu lier des trucs un petit peu geek comme l'émulation avec des choses un peu plus récentes dans les navigateurs comme les couches sonores qui existent, et de pouvoir faire un synthétiseur polyphonique directement pilotable dans son navigateur. Voilà. J'ai été retenu pour les prochaines confs aussi. Je vais donc au mois d'octobre à Volcamp et DevFest Nantes pour donner un talk qui s'intitule Anatomie d'une faille, sur lequel je vais parler de l'attaque XZ qui avait eu en mars dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui étaient là. J'avais fait d'ailleurs tout de suite après la divulgation de la faille, j'avais un petit peu analysé tout ça et j'avais fait faire un live sur le sujet pour vous montrer comment l'attaque de la supply chain avait été faite, comment elle avait été organisée, surtout d'un point de vue technique, comment la faille avait été ajoutée de façon très cachée, style poupée russe, quelque part dans les tests unitaires, et masquée aussi par toute une partie couche de la toolchain pour builder, qui tourne donc avec les autotools. Donc je vous avais montré tout ça au mois de mars. Si ça vous intéresse, allez voir le live, hein, il est disponible sur ma chaîne YouTube, donc youtube.com/ponceto91, et vous regardez au mois de mars, vous verrez vous verrez ce live. Et donc là je me suis dit c'est un sujet qui peut être intéressant à partager pour un public professionnel, je dirais. Et je me suis dit ce que j'ai fait en live, je vais le creuser un petit peu plus, et je vais en faire un format conférence pour pouvoir un petit peu l'exposer. Donc je l'ai proposé à plusieurs confs et j'ai été retenu donc déjà à Volcamp et à DevFest Nantes pour ces sujets, et je vais le soumettre donc à d'autres confs quand les CFP seront ouverts pour je dirais début d'année prochaine ou milieu d'année prochaine, en 2025. Je pense notamment, ça peut être Devox, Snowcamp ou d'autres confs comme ça. Je me dis que c'est un sujet qui est assez passionnant d'un point de vue, je dirais, autopsier un petit peu une attaque, comment elle a été menée, comment on peut se faire avoir par des gens qui arrivent finalement à avoir notre confiance, ce genre de choses. Et puis d'un point de vue technique, c'est très intéressant parce que ça permet de voir que l'esprit humain est quand même très très fort pour trouver des stratégies pour masquer un petit peu ses mauvaises intentions. Et là typiquement cette attaque XZ de la supply chain, si jamais elle avait réussi, aurait donné accès finalement à des millions de serveurs de par le monde, du fait qu'elle aurait été totalement, elle serait passée, elle aurait été installée sur des milliers de serveurs, des millions de serveurs même peut-être, et donc ça aurait pu avoir des conséquences assez désastreuses, et notamment si on pense au fait que comme les serveurs de kernel.org qui hébergent Linux il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années de ça, avait été aussi attaqué, se retrouver dans une situation à peu près analogue où
des gens mal intentionnés peuvent aller, je dirais, modifier, même si c'est difficile, d'aller modifier ce qui est proposé sur les serveurs de kernel.org et donc d'avoir du logiciel dont on pense qu'il est de confiance, mais totalement vérolé avec des ports dérobés derrière. Donc ça peut avoir des implications assez importantes et donc c'est des choses que je vais aborder dans mon talk d'un point de vue stratégique, d'un point de vue technique, puis d'un point de vue prospectif, de dire comment on peut protéger notre supply chain de façon générale, puisque c'est un travail pas forcément que des admins DevOps, mais c'est aussi des développeurs, de nous toutes et nous tous qui peuvent potentiellement sommes contributeurs de logiciels libres et open source, etc. Donc, salut Mister Chavenet, bienvenue ici, ça fait plaisir de te voir. Hey, salut Fabien, bienvenue à toi, Mister Treggy. Donc voilà, donc je vais parler de tout ça. Donc j'ai commencé ce matin à gratter mes slides parce que je me suis dit mince, c'est dans à peu près un mois Volcamp. Évidemment, je pars pas de zéro puisque j'avais ce live que j'avais fait et j'avais capitalisé beaucoup de matière. Maintenant, il faut que j'arrive à organiser cette matière, à la poser dans des slides, poser mon discours, à avoir quelque chose qui se tient. Une articulation de talk qui se tient. Ouais, tout à fait, Fred. Je vais à Volcamp, tout à fait. Et voilà, Mister Chavenet, puisque tu poses la question, je vais à Volcamp et effectivement, je vais proposer, je vais donner ce talk sur Anatomie d'une faille, donc qui est l'analyse de l'attaque XZ qu'il y avait eu en mars dernier et sur lequel j'avais fait un live. Voilà, donc c'est un sujet qui est, je pense, assez passionnant, qui devrait intéresser beaucoup de monde, et je pense qu'effectivement, comme je disais, c'est de devoir à toutes et à tous parfois de ne pas toujours prendre les choses au pied de la lettre, de protéger notre supply chain et la supply chain qu'on fournit aussi aux autres, hein, puisqu'on peut avoir des bibliothèques que nous développons ou des scripts ou quoi d'autre qui sont utilisés par d'autres et puis parfois on peut recevoir une pull request qui a l'air anodine. C'est de dire, cette pull request, je l'analyse, même si c'est quelqu'un que je pense connaître, qui est peut-être quelqu'un de confiance ou pas, quelqu'un qui est peut-être mal intentionné ou pas, on ne sait pas. Donc parfois, ça m'est déjà arrivé, notamment pour un outil que j'avais développé, c'était PVE Autosnap, qui est un gestionnaire de snapshot automatique pour Proxmox VE, donc vous pouvez trouver sur GitHub et GitLab, sur mes miroirs. Quelqu'un m'avait soumis une fois un patch, etc. Il s'avérait que le patch, alors il n'était pas malveillant en tant que tel, mais par contre il avait des faiblesses qui auraient pu rendre éventuellement le logiciel que j'avais développé, le script que j'avais développé, potentiellement troué et peu fiable pour un usage en production. Donc effectivement, ça demande toujours de se dire entre l'urgence relative que les gens ont en disant ah oui j'ai trouvé cette fonctionnalité, il faut l'ajouter parce que j'en ai besoin, etc. Donc ça nous donne un petit côté urgent en disant on a envie de faire plaisir et de répondre parfois par l'affirmative en disant ok je vais t'implémenter ça, je vais intégrer ton patch, etc. Et des fois juste de temporiser, prendre le temps de bien vérifier son code, de voir si c'est pas quelque chose qui pourrait être malveillant, exploité, si ça vient pas casser quelque chose, etc. Parce que parfois les gens se concentrent sur une fonctionnalité mais testent pas tout, puis finalement ça vient à casser une autre fonctionnalité. Voilà. Donc voilà, c'est des choses que je vais, je pense, aborder un peu comme ça dans mon talk et bien évidemment sur l'aspect technique, comment cette attaque en mode poupée russe a été orchestrée et comment ça a été réalisé. Voilà pour ça. D'ailleurs, je tenais à noter que il y a 2-3 jours, là, en fait, vous savez que tous les midi 15, je poste la petite info du jour, donc qui est un tweet, un post que je fais sur les réseaux sociaux sur des personnages remarquables, plutôt des scientifiques, sur des événements scientifiques remarquables ou ce genre de choses. Et donc, c'était l'anniversaire des 5 ans de la petite info du jour. Et franchement, je me fais moi-même plaisir pour le coup, parce que moi aussi, en organisant cette petite info du jour que je planifie chaque semaine pour toute la semaine, j'apprends des choses, j'apprends des petites anecdotes, des personnages que je ne connaissais pas, ou des événements que je ne connaissais pas. Et puis 5 ans, je ne pensais pas que je tiendrais aussi longtemps à faire ça, donc je ne sais pas encore pendant combien de temps je vais faire ça, mais en tout cas, voilà, j'ai passé 5 ans. Et quand tu as parlé d'anniversaire, je tiens aussi à souligner le fait que notre ami Happy2Dev a publié la 100e
de sa newsletter qui s'appelle Quoi de neuf les devs. Donc il a publié le numéro 100. C'est une newsletter à laquelle je suis abonné et puis on voit très régulièrement aussi des choses que je partage dans cette newsletter. N'hésitez pas à vous y abonner parce que ça permet de partager pas mal de choses, l'actualité, des choses un petit peu remarquables sur les différents partages que les uns et les autres peuvent se faire sur les réseaux sociaux. Donc à la base c'est très orienté PHP et tout ça puisque Fred, donc alias Happy2Dev est plutôt un dev PHP évidemment, mais en fait il y a tout dans cette newsletter, il y a des interviews, il y a des offres d'emploi, il y a un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, Fred, c'était l'instant promo pour toi, et Fred qui part en vacances aujourd'hui je crois, donc bonnes vacances Fred. Et puis, ça ne vous a peut-être pas échappé, c'était il y a 2 jours, hier, avant-hier, je ne sais pas. Bon, comme d'habitude, ça s'échauffe des fois un petit peu sur Twitter et ça arrive sur certains sujets tech. Je ne vais pas rentrer dans les débats parce qu'il n'y a pas de débat d'ailleurs. Et donc, on parlait de programmation système et donc il m'est arrivé donc pendant ces conversations de proposer un certain nombre de livres, je pense, aux gens que ça intéresse, qui veulent s'initier à la programmation système ou qui veulent comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses sous-jacentes. Et voilà, donc j'ai proposé 2 livres que je vais vous présenter ici, que j'ai là, que j'ai ressortis du formol et qui sont là juste à côté de moi, qui sont des livres qui sont certes anciens, donc ce sont des livres qui sont pas tout jeunes puisqu'ils ont plus de 25 ans chacun, mais qui permettent d'expliquer énormément de choses. Et je vais vous présenter le premier qui est une mine d'informations inépuisable, donc qui s'appelle La Bible Linux. Voilà, donc c'est un gros pavé, hein. Regardez ça. Voilà, gros pavé. La Bible Linux, donc, qui est un livre qui est sorti en 1998 et qui a en plus l'avantage d'être écrit en français, enfin qui a été traduit en français, et donc qui aborde énormément de choses sur le noyau Linux. Alors bien sûr, ça vieillit parce que 1998, le livre tournait autour du noyau 2.0.36, donc c'est un ancien noyau, mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre aborde la ligne de commande, il aborde la programmation système en C, etc., mais aussi comment fonctionne le noyau, le processus de boot, les systèmes de fichiers, par exemple là, hop. Voilà, le système de fichiers, comment fonctionnent les processus. Il y a beaucoup de condensés, il y a beaucoup de snippets de code qui viennent directement du noyau et qui sont expliqués. Comment fonctionnent les processus. Là, je suis sur le hop, voilà, par exemple ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est chiant avec la lumière. Hop. Voilà. Bon, ça on voit pas très bien avec la lumière parce que ça réfléchit. Voilà, la gestion des processus, la gestion du sous-système mémoire, comment gérer la mémoire virtuelle, comment gérer la location mémoire au niveau du noyau. Donc je disais, le processus de boot, la programmation système avec de la programmation réseau, de la programmation interprocessus, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un bouquin, même s'il est très, très ancien et que le code qui est présenté dedans peut-être caduque, notamment le code du noyau, hein, parce que ça a quand même vachement évolué depuis, hein, mais il explique comment le scheduler fonctionne, comment sont faites les choses, et ça peut, je dirais, éclairer énormément les gens sur les couches qui sont très bas niveau et qui a rien de magique, hein, parce que ça décrit c'est quoi un appel système, comment ça fonctionne, comment c'est organisé dans Linux, comment on peut déclencher un appel système côté espace utilisateur vers l'espace noyau, etc. Voilà, donc si vous trouvez ce bouquin et que ça vous intéresse d'apprendre un petit peu les couches très bas niveau ou d'avoir quelque chose qui vous démystifie, vous pouvez trouver ce bouquin relativement facilement aux alentours des 10 €, un peu à droite à gauche. Et je vous le conseille, c'est un gros pavé. Alors tout n'est pas à lire, bien évidemment, il y a plein de trucs qui sont plus du tout d'actualité dedans, notamment toute la partie qui touche à X-Window, X11, la programmation avec Motif. C'est ce que je disais d'ailleurs pour mon émulateur, que j'ai retiré toutes les couches qui étaient liées à Motif, par exemple, etc. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a tout un glossaire de commandes Unix, comment les utiliser, de la programmation shell, de la programmation système, de la programmation noyau, etc. Donc franchement,
Je vous le conseille parce que c'est vraiment un bouquin qui est vraiment intéressant, vraiment. Et pour beaucoup de gens qui se posent des questions, parce qu'aujourd'hui on a une mine d'informations disponible sur Internet, avec Google et tout ça, mais on a du mal à trouver, comme dans des livres, du contenu qui est réellement extrêmement structuré et qui est extrêmement expliqué. L'avantage d'un livre, et c'est pour ça que j'achèterai encore régulièrement des livres, c'est que ça permet d'avoir un contenu qui est structuré sur un sujet bien précis, bien organisé et plutôt bien adressé. Alors comme dans tout livre technique, tout n'est pas à prendre, il y a des chapitres qui vont pas nous intéresser, d'autres qui vont plus nous intéresser que d'autres, etc. Et moi, la plupart des livres techniques, je les lis pas de façon linéaire, mais surtout de façon, je vais faire du cherry pick, pour ainsi dire, dans les livres, et lire que les chapitres qui m'intéressent, et après venir sur le chapitre qui m'intéresse moi, puis des fois je me rends compte qu'il m'intéresse, et puis je vais recreuser, etc. Ça, c'est l'avantage du support livre, c'est d'avoir un contenu qui est plus structuré que quelques articles ici et là sur un blog. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller trouver ce livre. Dans la liste des vieilleries que j'ai ressorties, je l'ai partagé sur Twitter, c'est ce bouquin de référence aussi. Voilà, La programmation sous Unix de Jean-Marie Riflet. Donc là, j'ai la 3e édition qui date de 95, me semble-t-il. On va regarder ici. 1995, en effet. Jean-Marie Riflet, pour les vieux comme moi et comme quelques-uns qui traînent un petit peu sur ce chat, etc., c'est ce qu'on appelait à l'époque, la grande époque du développement Unix dans les années 90, le Riflet. Le Riflet, c'est l'ouvrage de référence de la programmation sous Unix. Il avait fait aussi un bouquin sur la programmation réseau, d'ailleurs. Et c'est un bouquin qui peut être très très complémentaire à ce que je vous ai présenté, la Bible Linux, parce qu'il aborde aussi tous les sujets de programmation système, un peu de réseau, de compilation C, comment fonctionne le compilateur C, le shell, et puis après comment on gère les fichiers, comment c'est organisé. Il va expliquer ce qu'est un inode, comment ça fonctionne au niveau Unix, comment exploiter les inodes, comment exploiter votre système Unix, hein, tout simplement, la gestion des processus, la gestion des signaux. Et ça, il y a du code dedans, vous prenez le code, vous le tapez dans votre éditeur, vous le compilez, vous le lancez, ça fonctionne toujours. Et donc ça va vous expliquer, et c'est encore une fois, c'est un livre en français, hein, par un auteur français. Et autant il y a beaucoup de choses, évidemment, qui ont vieilli depuis. C'est un livre qui a près de 30 ans. Hein. Et d'ailleurs, la première édition a plus de 30 ans. Mais ça reste quand même une mine d'informations qui est, je pense, inépuisable et qui est toujours valable aujourd'hui, que ce soit pour les systèmes Unix propriétaires, il en reste encore quelques-uns à droite à gauche, mais aussi pour Linux et les BSD, puisque beaucoup de choses qui sont dedans sont toujours valables. La gestion des signaux, c'est les signaux POSIX, ça reste valable quel que soit le type de système POSIX, que ce soit Linux, FreeBSD, OpenBSD, etc., etc. La gestion des processus, c'est pareil. Il va vous parler de processus zombie. Un processus zombie, ça reste toujours la même chose en 2024 que ce que c'était en 1990. Donc ça, c'est vraiment un très très bon bouquin que je vous conseille. Et à l'époque des années 90, et notamment quand j'ai commencé ma carrière, en fait, la plupart des boîtes, en tout cas des gens qui bossaient sous Unix, avaient toujours ce bouquin dans l'entreprise qui traînait quelque part, soit côté des admin 6, soit du côté des devs. Et c'était de la littérature qu'on se devait d'avoir parce que c'était une source d'information inépuisable pour les gens qui sont déjà aguerris au dev Unix, mais aussi pour les gens qui débutaient. Voilà. Donc ça, c'est un bouquin que je peux vous conseiller, qui est peut-être un peu plus difficile à trouver ou peut-être un peu plus cher. Faudrait peut-être regarder sur les réseaux. Mais en tout cas, je pense qu'on doit pouvoir le trouver assez facilement dans les librairies en ligne, que ce soit Amazon ou ailleurs. Il est moins cher, Chamenet ? Ok, très bien. Donc n'hésitez pas, franchement, même si vous le payez 10 balles, et que la programmation système, et que apprendre comment fonctionne Unix, etc., chaque bouquin, si vous mettez 20 balles pour acheter les 2 bouquins, franchement, ce ne sera pas du fric foutu en l'air. Vraiment. Je vous assure. Par contre, effectivement, le but, c'est pas de les acheter et de les garder dans un coin juste pour caler le canapé. Hein. Achetez-les, lisez-les, mais lisez-les pas tout. Hein. Lisez de façon juste les chapitres qui vous intéressent. Imprégnez-vous, revenez-y et essayez de comprendre. Et vous allez voir que c'est vraiment super, super intéressant. Et le dernier bouquin, qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec la programmation sous Unix, Linux, etc., mais qui est aussi une mine d'informations aussi bien historique que de code, que d'optimisation, etc., c'est ce bouquin-là. Programmation graphique
en C, C++ Assembler. En fait, c'est le fameux Black Book de Michael Abrash. Donc Michael Abrash, qui est un développeur assez connu, puisqu'il a travaillé pour de très grandes entreprises, que ce soit Microsoft ou d'autres, etc. Et il a travaillé aussi pour ID Software à l'époque de Quake. John Carmack l'avait embauché parce que c'est Michael Abrash. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans tout ce qui est graphique et tout ce qui est l'optimisation très très bas niveau. Alors ça, bien évidemment, grosse partie de ce qu'il y a dedans, ça a beaucoup vieilli, on va pas se mentir, parce que ça parle de programmation assembleur sur des processeurs qui sont antédiluviens, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Pour autant, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes d'un point de vue, comment je dirais, connaissance de base à avoir sur la programmation graphique, sur l'optimisation, sur l'algorithmique, etc. C'est-à-dire qu'il explique beaucoup par des anecdotes comment il en est venu à imaginer telle ou telle optimisation algorithmique, et c'est ça qui est super intéressant. Et notamment vers le dernier tiers du livre, ou le dernier quart du livre, en fait, il parle vraiment de comment on peut dépasser un petit peu la théorie, c'est-à-dire en utilisant les mathématiques très traditionnelles au profit d'approximations pour aller plus vite sur l'optimisation, de comment, lorsqu'il a travaillé sur le moteur de Quake, ils ont conçu l'arbre BSP pour pouvoir naviguer de façon très efficace, très rapide sur des machines finalement très lentes à l'époque, dans un environnement 3D, etc., etc. Donc il parle vraiment beaucoup de tous ces concepts graphique, de toute cette partie optimisation ouais, alors tout à fait, tu dis va Boston, le reverse square, la racine carrée inverse, mais en fait c'est un livre qui est vraiment intéressant. Il est à 100 €, tu dis, Chavenet? Dis donc, j'ai une mine d'or chez moi, parce que je peux te dire que c'est pas le prix que j'ai payé à l'époque. À l'époque, je l'ai payé, il était assez cher quand même, 53,20 €, 349 francs. J'ai dû l'acheter en 99 ou 2000, je sais plus quel est. Parce que ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, ouais, j'ai acheté en 2000, parce que ce livre était finalement un assemblage de différents livres que Michael Abrash a écrits sur différents sujets. Le zen de la programmation en assembleur, une partie qu'il avait commencé à nommer le Black Book de la programmation graphique, etc. Et donc les éditeurs en ont fait un seul et unique bouquin avec un peu tout dedans. Et franchement, pareil, il y a des trucs qui sont vraiment hyper intéressants, très très bas niveau, et qui apportent pas forcément grand chose sur la technologie d'aujourd'hui, mais d'un point de vue d'autres choses, d'un point de vue optimisation, d'un point de vue comment fonctionne un renderer 3D, un rasterizer, même si ça vieillit, ça donne quand même des informations qui sont intéressantes. Et de voir aussi comment il explique comment certaines optimisations, il en est venu à les faire de façon algorithmique ou de façon technique, par quel procédé intellectuel il en est arrivé à faire ça, et ça permet de remettre un peu les choses en perspective aujourd'hui sur notre façon de développer. Voilà. Donc voilà. Va Boston, tu dis il y a un conf au Brest Camp dessus que je recommande. Ok, ça c'est à noter. Merci beaucoup pour le tips. Voilà. Donc ce bouquin-là, si vous le trouvez vraiment pas cher, s'il est cher, ne l'achetez pas, hein. Franchement, ça vaut pas le coup. Par contre, si vous le trouvez vraiment pas cher dans un vide-grenier ou ailleurs, un truc genre vous le trouvez 20 balles ou même 30 balles, prenez-le, ça peut être hyper intéressant. C'est un très très gros pavé, hein. Franchement, il fait 1168 pages. Mais franchement, c'est intéressant, parce qu'en plus, vers la fin, il explique comment a été développé Quake, les différentes phases d'optimisation algorithmique de Quake, les structures de données, l'arbre BSP, le PVS, le Potentially Visible Set, etc. Et c'est des choses qui restent toujours en partie valables aujourd'hui en 2024 pour des moteurs de jeux vidéo, parce que c'est des structures qui sont rentrées vraiment... des structures de données qui sont vraiment rentrées, comme je dirais, comme étant des outils indispensables, et que tout moteur 3D quasiment a aujourd'hui, qu'ils utilisent ou qu'ils l'utilisent pas, franchement. Donc Chavenet, tu dis 3 exemplaires chez Rakuten à 100 €, chez Amazon 200 €. Waouh! Eh dis donc, c'est un peu la mode du vintage. Plus c'est vintage et recherché, plus ça augmente, hein. Donc celui-ci, croyez-moi, je le vends pas, je le garde précieusement. Même si je le consulte une fois tous les 2 ans, parce que ça m'arrive de temps en temps de me dire tiens, j'ai vu ce truc là ici, etc. Ah ouais, tiens, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le sujet qu'il y avait quelqu'un sur Twitter qui avait parlé de récursivité, et donc sans en suivi un petit débat autour de la récursivité, mais peu importe le sujet. Et dedans, il aborde le sujet en disant comment
un algo naturellement récursif, mais qui va donc faire beaucoup usage de la pile, et donc on va avoir une limitation en profondeur de la pile. Comment transformer un algo naturellement récursif en un algo plutôt itératif grâce à une structure de données, c'est-à-dire dérécursiver l'algo, en tout cas simuler la récursivité d'un algo, et ça c'est aussi assez intéressant la façon dont il l'aborde, et je crois que ça doit être dans le premier tiers du bouquin, je sais plus trop. Enfin bref, donc c'est des choses qui, à l'époque, il y a plus de 20 ans, vous voyez, il y a 25-30 ans, hein, m'ont aussi pas mal ouvert les yeux, parce que j'avais lu aussi des articles de Michael Abrash dans les années 90, et ça avait été une mine d'informations assez inépuisable, et surtout d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue pratique, c'est-à-dire comment il fait les choses. Et ça reste quelqu'un qui est quand même une référence dans le domaine, et donc voilà, n'hésitez pas à lire ces bouquins si vous arrivez à les trouver. Voilà pour cet instant vieillerie. Nous sommes tous et toutes des vieilleries potentiellement, mais en tout cas parfois on trouve des choses hyper intéressantes dans les vieilleries, et voilà, je voulais vous le repartager, parce que si jamais toute la partie programmation système, optimisation, tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez trouver parfois soit à l'achat, soit dans des vides-greniers, etc., des bouquins qui ont l'air de rien, qui sont peut-être vieux, mais finalement qui reste toujours valable même en 2024, et je pense que même en 2030 ou 2035 certains concepts seront toujours valables. Il faut juste faire du cherry pick là où il faut, hein. Et puis ça explique les choses, ça démystifie les choses très clairement. Voilà, comme tu dis Chavenet, c'est comme le vin, oui, plus ça vieillit, plus ça devient cher, mais aussi ça devient aussi assez utile. Voilà. Et puis j'avais même pas vu là dans les commentaires, il y a Emma EduxP, donc ma fille qui est là. Coucou ma fille, coucou. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. C'était un petit live impromptu, juste de reprise. Mister Romain TRM, Mister Romain Berton, qui a été l'un de mes co-speakers aussi, bienvenue. Mais non, je t'ignore pas, Emma, mais c'est juste que je t'avais pas vu, j'étais en train de parler de mes vieilleries. D'ailleurs, tu fais partie de mes vieilleries. Oh, pardon. Et donc, voilà, je voulais faire ce petit live impromptu, histoire de se remettre un petit peu en mouvement. Je pense que la semaine prochaine, ce sera un vrai live avec un vrai sujet. J'ai quelques sujets dans la banette, je vous préparerai ça, et puis on repartira pour une année, jusqu'à l'été prochain. Et c'est parti. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va aller voir l'ami Titi Moby. Je sais pas s'il a lancé son stream, mais on va aller faire un petit raid chez lui. On va pas perdre les bonnes habitudes. /raid Titi Moby. Tu le vois pas en ligne encore? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit Titi Moby? Attends, on va voir ça. Le raid a été créé. Si, ça a l'air d'être bon. Peut-être. Écoutez, on va se faire un petit live, un petit raid chez lui, et puis voilà. Et moi, je vais vous laisser reprendre une activité normale ou suivre l'ami Thierry s'il a démarré son live. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine. Bonne reprise à ceux qui ont repris. Bonne fin de vacances pour celles et ceux qui terminent les vacances, ou bonnes vacances pour celles et ceux qui partent en vacances. Voilà. En tout cas, là c'est la rentrée pour une majorité d'entre nous. Donc bonne reprise à tout le monde. Moi je reprends demain. Ça va être dur. Je vous fais des bisous, et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, hein. Allez, c'est parti.